Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au TVC Nouvelles du 11 mai 2020, spécial COVID, une fois de plus. En manchette ce soir, des marches contre la violence policière. L'Ontario entre dans la deuxième phase de déconfinement. L'ouverture des garderies dès demain et l'Ontario investit 150 millions de dollars pour les services Internet et cellulaires. Eh bien, il y a eu énormément de manifestations contre la violence policière envers les Noirs dans plusieurs pays le week-end dernier. Et à Ottawa, ils étaient plus de 10 000 personnes, elles étaient plus de 10 000 personnes à avoir pris part à la marche le 5 juin dernier. Les manifestants se sont rendus devant le Parlement du Canada, l'ambassade américaine, bien sûr, et l'hôtel de ville d'Ottawa. Et le premier ministre Justin Trudeau était aussi présent. Il a posé le genou par terre lorsque les manifestants ont observé un moment de silence de plus de 8 minutes en mémoire aux personnes noires tuées par les forces de l'ordre et aussi à George Floyd, l'Américain qui est mort au bout de 8 minutes 46 secondes après avoir été tenu au sol par le genou d'un policier sur sa gorge. Et c'est à 15 heures que les manifestants ont pris d'assaut les rues. L'énorme foule pacifique s'est arrêtée devant l'ambassade américaine où elle a scandé « Je ne peux plus respirer ». C'était les derniers mots de George Floyd avant de mourir. La manifestation s'est terminée à 18h30 devant le Monument canadien des droits de la personne. Mais on regarde un reportage réalisé pendant la marche de vendredi dernier et puis ensuite un extrait de l'entrevue que j'ai eue avec Ketia Peters pour l'émission À la table ronde qui est sortie cette semaine. Elle est la directrice générale Nord-Sud du développement Racines et Culture Canada. Et on tient à souligner que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que une jeune fille noire s'est levée. Le changement commence par la jeunesse. Appuyons la jeunesse, encourageons la jeunesse. Quand ils se trompent, redressons-les avec amour. On est ici en tant que communauté noire pour représenter notre race et on est ici juste pour préserver notre avenir. On aime beaucoup voir les gens de différentes couleurs se réunir ensemble pour supporter une bonne cause. Et moi, je me suis présentée ici aujourd'hui pour un meilleur monde de demain pour mes enfants et mes amis. Aussi, on apprécie le courage que les autres prennent pour sortir pour supporter une cause qui ne les implique pas autant. So my personal opinion, it comes down to that one simple question. It's really at a point where, when you face injustice, who do you even call? Because when you face injustice, do you call your brothers? Do you call your parents? Your parents will face the same injustice as you. Do you call the cops? They might not even understand what you're saying because of injustice. And the next man might even not understand you. So it really comes down to that question where you ask yourself, who do you call when you're facing injustice? And if you don't have an answer for that question, that's what the problem is. You guys are afraid of the police, or you feel okay? With everything that's been happening recently, it comes to a point where even if you're not afraid, you're walking down the street, you might see a police, you might get that feeling inside of you. So I think that I don't want to speak on behalf of anybody else, but personally, I don't think that scared would be the right word. But you get like a certain you feel a sort of way when you see the police now. Honestly, I feel more comfortable calling my brothers and the people that I love when I'm facing something that's not right, other than calling the police. So. Oui, non, c'est vraiment une marche qui avait été développée puis qui avait été planifiée par des jeunes de 18 ans, 20 ans, de la communauté noire. Mais tout ce qu'on a fait, c'est que vu qu'ils n'avaient pas autant d'expérience, ils ont demandé à quelques personnes de la communauté de leur donner un peu de soutien, y compris Yvette, était une des personnes qui a vraiment été comme la porte-parole pour eux durant la marche. Fait qu'on les a juste donné un peu de soutien, mais vraiment, c'est vraiment les jeunes qui ont pris la relève, qui ont vraiment... c'était leur idée, c'était leur initiative, on était juste là pour leur donner un coup de main. Il y a eu beaucoup de monde, je pense, hein? Moi, je dirais, là, comme peut-être plus que 10 000 personnes, c'était vraiment un succès. C'était
c'est un succès qu'on ne s'attendait pas d'avoir parce qu'il y avait tellement de problématiques un petit peu là, derrière la scène qu'il fallait qu'on travaille dessus. Mais vraiment, on est vraiment ébloui, on est vraiment dépassé du succès que la marche était. Ouais, la différence qu'on voit maintenant, c'est que avant, c'était les Noirs qui faisaient des marches, qui protestaient, mais là, on voit que tous nos frères et sœurs de race blanche, tous nos frères et sœurs de race de Première Nation, tous nos frères et sœurs de race asiatique, tout le monde est avec nous présentement. Ils disent vraiment là, que c'est assez. Et puis, dans Prescott Russell, il y a eu plusieurs personnes qui ont également manifesté dans les rues du petit village de Russell. Alors, pour le docteur Paul Roumeliotis, le médecin hygiéniste du BSEO, eh bien, le racisme, c'est un enjeu de la santé publique qui préoccupe toujours ici au Canada, comme à l'étranger d'ailleurs. Le racisme, qu'il soit à l'égard des Noirs, des Autochtones, des Premières Nations, des Asiatiques ou d'autres communautés, c'est inacceptable sous toutes ses formes. Il a mentionné que les Canadiens doivent travailler ensemble pour faire la lumière sur le racisme là où il existe, de le reconnaître et surtout de l'éradiquer. Le racisme crée un climat qui peut donner lieu à des incidents violents, on en voit souvent, qui passent inaperçus, trop souvent encore, et qui restent sans conséquence. Pour le médecin, les impacts du racisme sont insidieux et répandus et vont bien au-delà des incidents violents. C'est un fait de la santé publique que le racisme est un déterminant social de la santé. Les victimes du racisme sont touchées de manière disproportionnée par les désavantages sociaux et les conséquences sur la santé physique et mentale. Les inquiétudes sociales, l'isolement et la ségrégation sont la source de taux plus élevés de maladies mentales et physiques chez les victimes de racisme. La pandémie actuelle n'y fait aucune exception, puisqu'il est devenu apparent que les populations désavantagées sur le plan social sont beaucoup plus susceptibles aux effets graves et à la mort due à la COVID-19. Alors, monsieur le docteur Roumeliotis estime que les manifestations jouent un rôle important et force les autorités et les individus à confronter et à examiner en profondeur le racisme. Voilà pour ça. Eh bien, le gouvernement ontarien a dévoilé lundi dernier les détails de la deuxième phase du déconfinement qui est mise en place à partir de demain, vendredi, à minuit. Mais ce ne sont pas tous les Ontariens qui profiteront du relâchement des mesures sanitaires de la COVID-19. Ottawa, l'Est ontarien, Sudbury, Thunder Bay, North Bay ou encore Kingston pourront, par exemple, bénéficier de ce relâchement des mesures imposées pour lutter contre la pandémie. Le gouvernement de Doug Ford a priorisé l'approche régionalisée, dis-je bien, et a permis à 24 bureaux de santé de la province de desserrer l'étau, sans toutefois oublier les mesures sanitaires. Salons de coiffure, restaurants, bars, parcs aquatiques, piscines, centres d'achat, musées, etc. Les entreprises et lieux publics auront l'autorisation de reprendre leurs activités à condition de mettre en place des mesures de précaution et de distanciation physique et de limiter leur accès à 30 % de leur capacité. Les mariages et les enterrements pourront aussi avoir lieu en respectant, encore une fois, la limite du nombre de personnes rassemblées. Ils pourront désormais se rassembler par groupe de 10 personnes. Avant, c'était 5, maintenant on est rendu à 10 personnes, au lieu de 5, justement. La possibilité de rassemblement de 10 personnes concerne toute la province. Mais le reste des mesures annoncées dans cette nouvelle phase de déconfinement ne s'appliquera pas à tout le monde, comme le Grand Toronto, dis-je bien, Niagara et Windsor, qui restent pour le moment fermés. Et les garderies ontariennes qui étaient fermées depuis la mi-mars sont autorisées à rouvrir leurs portes vendredi, demain, dans l'ensemble de la province. Il y aura toutefois des conditions à respecter. Un nombre limite d'enfants, ainsi que des mesures de dépistage et de nettoyage accrues. Les garderies devront avoir un plan d'intervention au cas où un enfant, un parent ou un membre du personnel serait exposé au coronavirus. Dis-je bien. Le registre des présences permettra de retrouver plus facilement les personnes exposées aux besoins, si jamais ça arrive.
Seules les visites essentielles seront permises. Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, ne s'attend pas à ce que tous les parents se remettent à envoyer leur enfant à la garderie immédiatement. Il y en a qui vont être plus peureux, il y en a d'autres qui vont être soulagés, mais ils n'ont pas l'obligation d'envoyer leur enfant à la garderie. La province va donc maintenir, du moins pour un temps, le décret d'urgence qui fait en sorte que l'enfant ne perde pas sa place et les familles n'aient pas à payer si elles n'utilisent pas le service. Le gouvernement a aussi annoncé mardi que les camps de jour seront autorisés à rouvrir, avec encore une fois certaines limites au cours de la deuxième phase de déconfinement. Les camps de vacances, par exemple, où les jeunes passent la nuit, sont toujours interdits. Eh bien, la cité de Clarence-Rocklin entre également dans sa phase 2 de réouverture des entreprises. Les jeux d'eau, par exemple, au Parc Simon, au Parc Jules Saumur et au Parc de Bourgette, ils ouvrent demain, vendredi 12 juin. Ils seront en opération tous les jours de 9h à 20h. Et puis la municipalité continue de répéter et de rappeler aux gens qu'il est important de respecter les directives de la province de l'Ontario, on ne dira jamais assez, soit de maintenir une distance de 2 mètres, 6 pieds, entre les personnes qui ne sont pas du même ménage, et aussi d'éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. Concernant les garderies municipales de la cité de Clarence-Rocklin, leur réouverture se fera dans quelques semaines. On ne connaît pas encore la date, mais on va le savoir bientôt. Mais bonne nouvelle, le gouvernement ontarien a annoncé mercredi dernier un investissement de 150 millions de dollars dans le but de favoriser l'accès à des services fiables dans les régions rurales et mal desservies de la province, selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Environ 12 % des foyers ontariens sont mal desservis ou encore non desservis par un réseau Internet de qualité. On retrouve ces foyers principalement dans les régions rurales, donc isolées ou encore plus au nord de la province. Le premier ministre Ford a expliqué qu'en investissant dans des services à large bande et cellulaires fiables, le gouvernement contribuera à créer de meilleures possibilités pour les familles, les petites entreprises et aussi pour les agriculteurs ontariens qui utilisent beaucoup ces services, on le sait. Et le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a reçu un appel de la PPO concernant le cas d'un enfant qui a été conduit à l'hôpital parce qu'il a fait une surdose de cannabis comestible. L'enfant est maintenant rétabli, mais le BSEO souhaite que les résidents qui gardent du cannabis et des friandises au cannabis à la maison, qui sont attirants pour les jeunes, eh bien, ils doivent s'assurer qu'ils sont conservés dans un endroit sûr auquel l'enfant ne peut pas avoir accès. Depuis près d'1 an, on sait que la marijuana est légale au Canada, puis la préparation ou l'achat de friandises et de bonbons au cannabis, ça devient une chose normale pour plusieurs. Mais les consommateurs doivent être conscients, par exemple, que les enfants, puis même aussi les animaux de compagnie, courent un grave danger si les produits ne sont pas en sécurité, puis hors de leur portée. Donc, il faut faire très, très attention, s'il vous plaît. Eh bien, un bon nombre d'élèves, d'enseignants et de parents qui remettent en question la validité du bulletin de fin d'année en Ontario parce que les notes seront fondées sur les évaluations faites avant la fermeture des écoles à la mi-mars. Selon les directives du ministère ontarien de l'Éducation, il n'y a aucun élève ne doit être pénalisé par la fermeture des écoles qui n'ouvriront qu'en septembre prochain, nous dit-on jusqu'à maintenant. Ça veut dire que les élèves n'auront pas de notes inférieures à celles obtenues avant le 13 mars, même s'ils n'ont pas participé au cours de remplacement offert en ligne ou qu'ils n'ont pas rendu leurs devoirs. Le ministère incite les enseignants à inclure des éléments d'apprentissage depuis la mi-mars si c'est dans l'intérêt de l'élève. Ça veut dire, ils veulent dire si ça fait augmenter leurs notes. C'est important, c'est bon ça pour l'élève. Donc, selon les directives du ministère de l'Éducation, le bulletin de fin d'année inclura une évaluation sous la forme de lettres pour les élèves de la première à la 6e année et de pourcentage pour les plus vieux. Bien, on a appris plus tôt cette semaine que le ministère des Transports de l'Ontario permet maintenant au centre test au volant de rouvrir le 22 juin prochain dans toute la province. Les centres test au volant étaient fermés depuis la fin du mois de mars.
Le ministère des Transports dit travailler avec son fournisseur de services tiers pour prendre les mesures nécessaires dans le but d'assurer la sécurité du personnel et des clients. La vie reprend tranquillement son cours, mais n'y allons pas trop vite, par exemple. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était le TVC Nouvelles du 11 juin 2020 spécial COVID. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. C'est très apprécié et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.